Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec Aurélie Dubois, donc de Conscience Amoureuse, que je suis très contente d'accueillir sur cette webconférence pour vous parler de dépendance affective et des différentes manières qu'elle a de se manifester dans les différents profils psychologiques. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment ça va aujourd'hui, ce que tu fais, à qui tu t'adresses, te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Ben oui, merci beaucoup Chloé déjà pour cette invitation. Je trouve ça chouette aussi qu'on puisse parler de cette thématique qui me tient à cœur. Donc moi je m'appelle Aurélie Dubois et je suis spécialiste du couple harmonieux depuis 2015 et j'aide principalement les femmes qui sont en couple à harmoniser la relation parce que bien souvent les femmes qui viennent à moi, ce sont des personnes qui subissent les conflits dans le couple, qui subissent les disputes avec le partenaire. Et à un moment donné, il y a une incompréhension qui s'installe. Et dans cette incompréhension, il y a aussi de l'éloignement. Et elles en arrivent à avoir peur de la séparation ou peur du divorce, parce que bien souvent aussi, des fois, le sujet commence à se manifester. Et donc, voilà, je les aide à recréer une communication qui soit authentique et bienveillante pour que leur partenaire puisse s'ouvrir à nouveau à elles. Et bien souvent aussi, justement, le profil de femmes que j'attire sont des femmes qui ont tendance à complètement s'oublier au détriment des besoins des enfants et du compagnon. Et donc, l'idée, c'est aussi de l'aider à se retrouver, elle, avant tout, en tant que femme, en tant que maman, mais aussi en tant qu'épouse. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation qui me parle énormément. Sur deux points, notamment l'intelligence affective que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, le côté communication cœur à cœur, en fait, se rapprocher plutôt que s'éloigner dans les disputes. Et la deuxième chose, c'est effectivement le profil dont tu parles avec finalement, tu vois, ces méthodes d'adaptation à l'autre qui vont être de subir, de s'oublier, des choses qui font énormément référence du coup à la dépendance affective ou en tout cas à des blessures qui en ressemblent. Et on va y venir justement définir déjà ce que c'est que la dépendance affective. Et moi, la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que, tu vois, moi, contrairement à toi, les femmes que j'accompagne, c'est plus des femmes célibataires qui passent leur temps en fait à enchaîner les rencontres parce que justement, soit elles n'arrivent pas à faire confiance aux hommes parce qu'elles ont peur en fait d'être blessées, de souffrir et d'être dans des relations d'emprise quand elles sont en couple, qu'elles ont potentiellement eues dans leur passé, ou alors des femmes qui en fait font tout plaire pour plaire à l'autre, mais qui sont inlassablement manipulées, utilisées, abusées dans leurs relations avec les hommes. Donc je trouve ça super intéressant de voir, et c'est ce qu'on va voir en fait dans les exemples qu'on va donner, comment un profil peut évoluer et comment on peut avoir une même manifestation de blessure selon notre statut en couple, en train de fréquenter ou célibataire. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Mais avant qu'on commence dans le détail, est-ce que tu pourrais nous définir pour toi, donc comment tu parlerais à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la dépendance affective et quelles sont ces différentes modalités de manifestation? Oui, tout à fait. Alors, euh, comme tu disais déjà, Chloé, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu t'adresses plus aux femmes qui vont être célibataires, mais dont la dépendance affective va se jouer de différentes manières, alors que moi, je suis plus axée sur le couple. Donc, on va être hyper complémentaires là-dedans. Je pense que je vais pouvoir plus étoffer sur le couple et toi, du coup, sur le célibat. De manière générale, j'ai remarqué dans mon expérience qu'il existait deux types de dépendantes affectives ou de dépendants, puisque moi je m'adresse aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont dépendants. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que bien souvent dans le couple, on se dit ah, mais de toute façon, tu es dépendante affective. Mais pour moi, en fait, si quelqu'un est dépendant affectivement, l'autre l'est aussi. C'est juste qu'ils vont pas jouer le même jeu. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est déjà de quelque part aussi un peu se rassurer en mode c'est pas moi qui ai un problème et l'autre qui me fait prendre conscience que j'ai un problème parce que dans la relation de toute façon la dépendance se joue à deux, Ouais, ça peut pas c'est se toujours jouer tout une seul. dépendance par rapport à quelque chose et qui sera vite par rapport à un mode de fonctionnement qui me permet en fait de m'installer dans ma dépendance. C'est ça que Ouais, tu veux dire, ouais. ouais, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que en fonction du degré, de la profondeur de dépendance, on peut parler aussi de névrose. Alors, quand on dit névrose, on dit oh mon Dieu, je suis névrosée parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est malade ou je sais pas quoi, mais en soi, on est tous un peu névrosés à plus ou moins grande échelle. Donc, c'est déjà de se rassurer là-dessus. Mais, euh, mais c'est de se dire aussi qu'en fonction du degré de dépendance,
on va attirer aussi à nous un partenaire ou une partenaire qui va être dans ce même degré, mais encore une fois, ça va se jouer différemment. Et donc, moi, j'ai l'habitude de parler de personnes qui ont soit un réservoir d'amour qui est percé, c'est-à-dire que, en fait, elles ont un réservoir qu'elles n'arrivent pas à remplir elles-mêmes, et donc elles vont constamment aller chercher à l'extérieur de l'attention, de l'affection, de la douceur, de la tendresse. Et donc, tant que l'autre apporte ça, eh bien, le réservoir d'amour se remplit. Mais dès que l'autre arrête, qu'il peut y avoir des tensions ou des désaccords, comme son réservoir est percé et qu'elle ne sait pas le remplir par elle-même, eh bien, le niveau baisse et là, ça devient tragique, tragique pour elle et pour le couple aussi. Donc, il y a la personne, pour moi, le réservoir percé, qui a tendance à trop donner et peu recevoir à tel point qu'elle en vient à être frustrée et du coup, ça va créer des disputes dans le couple, des tensions. Et puis, il y a aussi le réservoir fermé. Le réservoir fermé, c'est une personne qui, par peur aussi de souffrir, parce que souvent c'est parce qu'il y a aussi des blessures, par peur de souffrir, eh bien, quand elle va recevoir, elle va donner très peu en échange, voire pas du tout. Elle va se protéger et se fermer. Et c'est là où, justement, rentre cette tragédie au niveau relationnel, c'est que le réservoir percé a besoin d'énormément de marques d'amour et d'affection pour se sentir exister et vivante, alors que l'autre, comme il est fermé, et bien du coup, il ne va pas donner, et c'est là où c'est une spirale infernale. Donc, Ouais. Vas-y, continue ta phrase, excuse-moi. j'allais juste dire, donc, la tragédie, c'est qu'on en vient à un moment donné dans le couple à se dire, j'ai tellement besoin d'être aimée, donc je vais tout faire, sauf que le tout faire et trop faire, ça va étouffer l'autre, qui va vouloir de plus en plus prendre la fuite, et quand l'autre prend de plus en plus la fuite, l'autre va de plus en plus s'attacher et s'agripper, et donc ça devient extrêmement souffrant pour les deux. C'était ça que Ouais. je voulais Ok, partager. bah moi je trouve que tu l'as vraiment très très bien résumé. La métaphore que j'avais, tu sais, c'est la métaphore de l'accordéon. Tu sais, c'est t'en as un qui donne beaucoup et l'autre qui n'arrive pas à recevoir. Et finalement, le comportement de l'autre va encore plus appuyer sur le fait que je vais essayer d'aller chercher quelque chose qu'en fait je dois m'apporter à moi-même. Et tu vois, pour appuyer un petit peu sur le côté la réflexion intuitive sur ça, ce serait de se dire, c'est pas anodin de justement rencontrer ce type d'opposition, c'est-à-dire quand j'ai mon réservoir vide, bah, bizarrement, les femmes moi j'en rencontre tout le temps des clientes qui me disent, mais bizarrement, je rencontre tout le temps les mêmes profils d'hommes qui sont fermés, qui ne peuvent pas recevoir, qui bizarrement sont tout le temps sur leurs anciennes ruptures et qui ne veulent jamais s'engager. Donc là, on est sur des réservoirs fermés. Tout ça parce qu'en fait, les rencontres qu'on fait vont nous apporter des manières en fait d'évoluer sur nos blessures. Donc, si je rencontre ce genre de profil, c'est aussi parce que je dois travailler sur ça. Et de la même manière, pour un réservoir fermé, qui n'a pas envie d'apprendre à aimer, qui n'a pas envie de montrer ses émotions, parce que pour lui, c'est synonyme de raviver ses blessures, c'est synonyme de vulnérabilité et potentiellement de danger pour lui, pour son existence, pour sa personnalité, et ben, il va rencontrer quelqu'un qui donne beaucoup, qui ne fait que donner, qui est beaucoup dans la sensibilité, peut-être aussi pour que lui, il apprenne à davantage donner, j'allais presque dire, tu vois, déléguer ses sentiments et apprendre à ne pas être que fermé. Et c'est important de le dire. Mais du coup, tu vois, si on pouvait donner des images, peut-être pour que ce soit plus parlant pour les personnes qui nous écoutent sur ces deux profils, hein, de la personne qui donne trop quand elle est en couple ou quand elle est célibataire, et de la personne qui est fermée quand elle est en couple ou quand elle est célibataire, quelle image tu donnerais, toi, pour que ce soit un petit peu plus vulgarisé, on va dire? Bah écoute, ça on l'a vu ensemble et on s'est bien amusé d'ailleurs à le faire. Donc, l'image en tout cas qu'on a choisie toutes les deux pour bien illustrer ça, c'est est-ce que tu es une Cendrillon ou est-ce que tu es une Lara Croft? Et c'est là où ça va être intéressant d'étoffer ça, c'est de se dire comment Cendrillon a tendance à se comporter quand elle est célibataire et quand elle est en couple, et comment Lara Croft a tendance à se comporter quand elle est célibataire et quand elle est en couple. Et dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir peut-être d'abord Cendrillon, d'un point de vue célibataire et couple, et ensuite on passe à Lara. Et comme ça, ce qui va être intéressant, c'est de voir vous aussi, les filles, comment justement vous vous situez par rapport à ce qu'on va partager en fait. Et comment vous pouvez en fait dépasser ça? Parce que c'est important de le dire, parce que là, on parle beaucoup des problèmes et ça peut énormément angoisser les gens, les culpabiliser.
Parce que c'est vrai que je pense la première étape, c'est de se rendre compte qu'on est là et que potentiellement dans notre histoire de vie, on a été responsable de faire ou pas ce qu'il fallait pour entretenir cette blessure-là. Mais il y a aussi la solution et il y a toujours une solution à nos blessures émotionnelles. Et là, on voulait justement en parler pour vous apporter des petites étapes, en tout cas, de changement ou des petites étapes pour commencer à changer et à sortir en fait de ces jeux psychologiques que vous prenez, de ces masques qui n'êtes pas vous parce que vous n'êtes pas juste une Cendrillon ou vous n'êtes pas juste un réservoir fermé. Donc, on va commencer par Cendrillon, comme tu disais. Cendrillon, on va prendre, tu vois, son histoire de vie. Donc, au début, elle est célibataire et elle a cette blessure émotionnelle. Donc, on peut dire de l'abandon ou du rejet, tu vois, toute cette blessure qui Ouais, les deux, ouais. la séparer de l'autre et tout. Euh, Est-ce que tu veux commencer à parler de quand elle est célibataire ou tu préfères réagir plutôt quand elle est en couple? Bah écoute, vas-y, je te laisse commencer avec en mode célibataire et en couple, et puis on étoffe si besoin. Ouais. Alors, Cendrillon, quand elle est célibataire, c'est une femme qui déjà, dans sa relation à elle-même, a très peu, une estime de soi très faible. Donc, elle se sent pas bien dans son corps, elle est déconnectée de ses émotions, elle sait pas vraiment qui elle est. En fait, c'est une femme qui est énormément portée sur l'autre et qui peut même prendre un masque, donc dans le triangle de Karpman, de sauveuse, pas parce elle a vraiment de l'empathie pour l'autre, mais parfois parce que son empathie va lui servir aussi à attirer de l'attention de l'autre pour porter ce masque de la femme qui soigne, qui sauve, qui essaye en fait de tout donner à l'autre et de lui montrer qu'elle est très intéressée par lui, juste pour elle recevoir l'attention. Donc il peut y avoir des jeux psychologiques qui sont en fait malsains, même s'ils paraissent tout à fait bien intentionnés. Donc il y a ce pan-là de la relation. Et c'est une femme qui est vraiment dans cette posture de il faut absolument que j'ai une relation, il faut absolument que je me sente exister à travers une relation, notamment à travers des relations. Pourquoi chaotiques? Parce qu'en fait, c'est dans ce genre de relations où les émotions sont très fortes, des émotions de plaisir, des émotions d'intensité, et en même temps des sentiments qui, dans la douleur, nous font encore plus exister, nous font encore plus vibrer. Donc, souvent, dans son passé amoureux, il y a beaucoup de relations toxiques, chaotiques, où elle se sent abusée par l'autre, parce que justement, c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, le fait qu'elle soit fondamentalement, en tout cas, qu'elle ne change pas ça, qu'elle ait un réservoir affectif complètement percé, fait qu'elle va forcément, dans ses relations, se positionner en bas, c'est-à-dire j'ai besoin de toi. Et à partir du moment où elle ne règle pas cette blessure émotionnelle du réservoir ouvert qui dit en fait j'ai besoin que tu m'apportes l'amour que je ne m'apporte pas et que je n'ai pas conscience qui est déjà à l'intérieur de moi pour exister, elle est forcément en dépendance par rapport à l'autre. Et dans le meilleur des cas, c'est ce que Aurélie a dit tout à l'heure, mais elle va encore plus l'expliquer quand elle est en couple. Bah, c'est quand tout va bien, je vais bien, mais quand tout va mal, je me sens plus exister, je me sens rejetée, j'ai l'impression que tout va mal dans ma vie alors qu'il y a d'autres domaines de vie, mais elle ne se sent exister que par la relation. Et dans le pire des cas, bah, c'est des relations toxiques, voire même des relations de manipulation avec très souvent des partenaires pervers qui vont se servir en fait de cette dépendance pour se revaloriser eux. Et donc en fait, quand tout va bien, bah, elles se sentent super existées. C'est une relation avec beaucoup d'intensité, énormément d'amour, de passion amoureuse. Mais quand tout va mal, bah, en fait, l'autre va appuyer sur ces blessures-là pour la dévaloriser, pour la manipuler, pour lui faire faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Un autre point qui est important à dire aussi, c'est dans la sexualité. C'est-à-dire que même si elle n'est pas forcément abusée par le partenaire qu'elle rencontre, elle va aussi se forcer à faire des choses qu'elle ne veut pas faire pour plaire à l'autre, parce qu'elle pense au fond, et c'est sa croyance peut-être la plus fondamentale, et qui l'a fait rester dans ces blessures-là, que j'ai besoin de plaire à l'autre pour être aimée. Et que si du coup je ne lui fais pas plaisir, je ne vais pas être aimée. Et si je ne suis pas aimée, je n'existe pas. Et en fait, l'erreur de penser, elle est là. C'est penser que pour exister, j'ai besoin de l'amour de l'autre. Pour exister, on a besoin d'amour, puisque c'est comme ça qu'un individu se construit. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce cas-là, c'est déjà prendre conscience de sa blessure, l'aimer, s'accompagner dedans, se dire que c'est pas grave, que ça arrive à plein de gens, que ça a un sens dans notre histoire de vie, mais que l'erreur de pensée, elle est là, c'est de penser que pour exister en tant que personne, pour être, pour vivre, pour être une femme, pour me sentir exister, j'ai besoin de l'amour de l'autre. Et l'erreur, elle est vraiment là. Et du coup, pour pallier ça, ce serait de se dire, l'amour de l'autre, c'est un plus. Il faut toujours que je sois équilibrée avec lui dans mes relations.
même si on n'est pas en couple et même si je ne suis pas sûre que je lui plais, parce que en fait, ce qui va être mon réservoir d'amour, ça va être mon amour propre, mon estime de moi, le fait que j'ai des projets dans la vie, que j'ai une vie accomplie, que je me sens épanouie autrement que par mes relations. Et ça doit être ça le socle. Le socle, il doit être là, il ne doit pas être dans est-ce que je plais à l'autre, comment faire pour qu'il pense tout le temps à moi. Non, j'en ai pas besoin en fait, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et justement, tu vois, pour poursuivre ce que tu disais sur les relations harmonieuses, bah, une relation harmonieuse, c'est une relation qui se base sur la personne que je suis, authentique, à la fois quand je suis belle, mais aussi quand je vais pas bien, et pas juste quand j'essaye de lui faire plaisir et que je suis sur mon 31 tout le temps, parce que les relations, c'est jamais ça, en fait. Si tu veux rajouter quelque chose ou approfondir le lien quand on est vraiment en couple, mais ça me paraît être un bon résumé de cette Ouais. blessure-là. Ouais, le truc que je rajouterais, parce que chez certaines personnes parce que j'ai aussi accompagné certaines femmes en transition, c'est-à-dire fin de relation et envie de se reconstruire après ça. Et dans cette phase justement à nouveau de rencontre, quand elles sont célibataires, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, elles ont tendance aussi à se laisser choisir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant des années. C'est parce que je ne m'aimais pas, parce que je ne me faisais pas confiance, eh bien, j'avais tendance à me laisser choisir par la première personne qui allait m'accorder de l'attention, en me disant bah, estime-toi heureuse déjà que quelqu'un s'intéresse à toi. C'est horrible, hein. Ouais, Rien que de dire ça, prendre conscience de ça, c'est... ouais. Ouais, donc moi, la Cendrillon, je la connais très bien parce que j'ai été une Cendrillon pendant des années. Donc, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est le manque de confiance et le manque d'estime de soi à la source qui amène aussi à rechercher dans une relation et qui fait que ça n'est pas sain aussi dès le départ, c'est rechercher la fusion. C'est de se dire que c'est seulement quand je vais être en couple que je vais me sentir complète. Et du coup, dès que je ne suis plus en couple, je me sens incomplète. Et donc, Ouais. C'est le schéma vide plein. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est quand je ne suis pas en couple ou quand je ne suis pas dans le lien amoureux, je me sens vide. Et quand je suis avec l'autre, même dans une relation mauvaise, et tu vois là, il n'y a aucun filtre en fait de ce que c'est qu'une bonne relation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'empathie, c'est que finalement, c'est un manque qui est tellement profond que ça pousse la personne à s'intéresser à bien autre chose que la personne avec qui elle est. Puisque quand on se laisse choisir par un homme, mais pas par Olivier, Benoît. En fait, il n'y a aucune personnalisation de la personne avec qui on est. Et finalement, l'intérêt, il est plus dans la présence que, tu vois, dans l'intérêt de la personne telle qu'elle est, avec l'amour sincère pour cette personne-là à un instant T. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais ça me paraît si, important. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, dans le schéma de Cendrillon, quand tu regardes l'environnement familial, c'est qu'elle est maltraitée, martyrisée par ses sœurs et sa belle-mère, et pourtant elle reste au sein du foyer et elle se plie. Et c'est souvent ça, c'est dans cette dépendance affective, Cendrillon, elle a tellement peur de la solitude, d'être confrontée à son vide intérieur, à son manque d'amour, qu'elle est prête à rester dans une situation qui la rend complètement malheureuse parce que la peur de la solitude, la peur de ressentir à nouveau le vide est plus grande. Et donc c'est ça qui est très tragique quand on est même des fois dans une relation avec quelqu'un qui est manipulateur, qui peut parfois même faire du mal, soit intentionnellement ou pas, mais du coup se dire je suis malheureuse, cette relation ne me nourrit pas, mais je reste parce que ma peur de la solitude et d'être confrontée à moi-même est plus grande. Et donc, ça, c'est vraiment important d'aller guérir ça, d'aller prendre soin de cette part-là et d'aller l'aimer. Parce que sinon, ce qui se passe justement quand Cendrillon bascule dans une relation de couple, eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà, au départ, elle se sent pousser des ailes dans la relation. C'est tout beau, c'est tout rose, les petits papillons dans le ventre. Elle essaye de se montrer sous son meilleur jour et de cacher ce qu'elle considère être des défauts, des imperfections, des parts d'elle qu'elle n'aime pas. Sauf qu'à un moment donné, ça ressurgit. On ne peut pas cacher fondamentalement qui on est dans son entièreté, tu vois. Et puis même si elles le cachaient, parce que je pense que les cendrillons, elles sont très douées pour cacher qui elles sont au profit de l'amour de l'autre.
il y a, tu vois, ce sentiment d'étrangeté à l'intérieur de soi qui est énormément profond et qui est dangereux parce que dépression, parce que mal-être somatique, parce que je me sens pas vraiment vivre en fait et je me rends compte que ce que j'allais chercher à tout prix ne me permet pas d'exister. Et en fait, tu vois, elles prennent leur air de pensée, tu vois, plein la face en se disant, bah, je pensais qu'en étant en couple, je me sentais exister, sauf que je me suis laissée choisir, je me suis forcée à faire des choses que je voulais pas, je suis même peut-être pas heureuse dans ma relation, et le pire, c'est qu'en fait, je me reconnais plus. Et le danger, il est là, l'extrémité, elle est là, et c'est vraiment très dangereux. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que le point de vigilance au niveau de la relation de couple, c'est à un moment donné de prendre suffisamment de recul parce que bien souvent, c'est une relation où on va se surinvestir. On va vouloir, encore une fois, pour recevoir de l'amour, recevoir de l'affection, recevoir euh, même de l'attention, de l'admiration de l'autre, bref, n'importe quelle preuve d'amour, elle va se surinvestir. En général, elle en fait trop pour ses enfants, elle les couve, elle va aussi prendre soin des besoins de son partenaire et à un moment donné se dire mais et moi là-dedans dans tout ça où est-ce que je suis en fait, elle est où ma place? Et bien souvent c'est des femmes qui peuvent se dire ben, en fait je ne me sens pas à ma place ou je ne me sens pas exister, j'ai l'impression d'être invisible, j'ai l'impression qu'on ne me reconnaît pas à ma juste valeur parce qu'il y a eu cette perdition à un moment donné. Je veux tellement m'occuper des autres, être dans le rôle de la sauveuse aussi. Je veux aider les autres, je veux que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux. Pour recevoir, Pour et ça, recevoir, c'est ça, c'est la contrepartie aussi. Hein, ouais. c'est qu'il y a l'espoir derrière de recevoir en retour, même ne serait-ce que des miettes. Et du coup, de se dire, ben, à un moment donné, en fait, je me sens frustrée, je suis épuisée, je suis vraiment fatiguée physiquement et psychologiquement parce que j'en ai marre de tout donner et de ne pas recevoir à ma juste valeur en retour. Donc c'est Et la là que dans tragédie. le couple, ça va créer des tensions, des conflits, que souvent ça va partir en reproches, critiques, jugements, et que ça va arriver au clash parce que forcément, Cendrillon en couple, que ce soit même dans le couple ou au travail, elle a tendance à trop en faire parce que elle se dit qu'en faisant beaucoup, peut-être qu'à un moment donné, on va la valoriser par rapport à ce qu'il est. Sauf que ben, bien Elle a souvent, la elle travaille valeur dans notre... aussi. Souvent, tu sais, elles ont beaucoup. Moi, j'entends beaucoup ça chez mes clientes. Mais moi, je suis très généreuse, je donne tout, je donne rien, je suis très loyale, etc. Parce que ça justifie leur pensée que c'est en donnant que je reçois. Sauf que tu vois, en amour, on dit souvent que on donne sans forcément avoir besoin de recevoir en retour. Mais leur pensée, elle est là, c'est de se dire si je donne beaucoup, les autres vont comprendre dans mon langage d'amour, ou en tout cas dans ce que j'appelle l'amour, que quand je donne des services, des paroles, des moments de qualité, en fait, j'ai besoin d'être revalorisée. Sauf que souvent, les autres ne comprennent pas qu'elles ont besoin de ça. Et surtout, la tragédie, elle est là, mais on l'a répété tout à l'heure, c'est que plus je donne, et en fait, même ce que je reçois, ça n'aura jamais la valeur de ce dont j'ai besoin, parce que j'ai besoin d'une profonde réception d'amour qui, en fait, je pense paradoxalement, elles ne peuvent pas recevoir. Parce que quand tu creuses dans les blessures les plus profondes, les plus archaïques, il y a aussi cette pensée, cette croyance fondamentale, existentielle, que je ne mérite pas l'amour. Et souvent, c'est ça. C'est que en fait, on a beau me revaloriser, on a beau me donner ce que je donne au centuple, ça ne sera jamais assez pour me prouver que j'ai de la valeur, en fait. Et souvent, c'est ça. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de continuer à redonner et à tout accepter, parce que même si vous le faisiez, ce ne sera jamais assez pour remplir ce manque d'amour. Donc, tu vas nous donner ensuite tes solutions. Mais moi, la première solution qui me paraît la plus importante, c'est d'en fait, tout à l'heure, tu parlais de la peur existentielle de la solitude. Bah, ce serait, tu vois, justement, et c'est à ça qu'on sert, hein, nous, les coachs et les thérapeutes, c'est de vous accompagner dans cette solitude, dans ce trou noir que vous pensez être interminable, et de vous rendre compte que bah, dans le trou noir, vous êtes votre propre lumière et qu'en fait, il n'y a rien de très grave à ça. Et que c'est en étant dans vos plus grandes peurs parfois que vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'autre choix que de mobiliser des ressources, de mobiliser de la résilience, de mobiliser de la confiance en soi. Parce que oui, c'est dur d'être seul, c'est dur de se rendre compte qu'on a aussi cette liberté de devoir se redéfinir et de devoir être responsable de sa vie. Mais c'est en se sentant seul aussi qu'on se rend compte de quels sont nos plus grands rêves, est-ce qu'on a bien fait ce qu'on voulait dans la vie, est-ce qu'en fait nos relations nous épanouissent.
Et souvent, c'est, tu vois, en revenant à ce qui nous fait le plus flipper, hein, pour parler un petit peu grossièrement, que ça nous fait nous rendre compte que ce qu'on pensait être incroyablement insurmontable, en fait, c'est juste, tu vois, une petite peur qu'on a en fait approfondie en lui donnant l'importance, mais qui en fait n'a pas de consistance vraiment. Mm. Oui, donc en effet, dans ce profil de Cendrillon qui est en couple, qu'est-ce qui est à un moment donné aussi l'élément déclencheur pour les femmes dans l'envie de se faire accompagner? C'est bien souvent en fait de se dire, bah, en fait, je ne me reconnais plus. Et d'ailleurs, mon entourage, ma famille me dit, t'as changé, on ne te reconnaît plus. Parce que bien souvent, ce sont des femmes qui vont perdre de leur lumière et perdre leur joie de vivre et perdre de leur lumière au bout d'un moment. Et dans cette perte de lumière, bah forcément, il y a un éloignement, il y a un détachement qui se fait vis-à-vis du partenaire. Et il n'y a rien de pire que ce sentiment-là, de sentir que aussi le partenaire s'éloigne et qu'on risque de le perdre. Puisque, comme on disait à la base, bien souvent, c'est un manque de confiance et d'estime de soi, mais aussi avec cette blessure soit de l'abandon, soit du rejet. Donc j'ai peur de me faire rejeter ou j'ai une peur énorme de me faire abandonner par mon compagnon et de me retrouver seule. Et donc, c'est là où ça va être important en fait d'apprendre à mieux se connaître et se comprendre. Parce que bien souvent, chez les femmes aussi que j'accompagne, il y a cette question à un moment donné qui arrive, de dire qu'est-ce que tu veux? Et là, il y a un blanc en fait. Autant Cendrillon est capable d'exprimer ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle ne veut plus, et donc ça part en reproche, critique, jugement, mais ça part en confrontation. Sans prendre sa part de responsabilité, souvent. Oui, et du coup, quand on pose aussi la question, bah alors, du coup, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là, en fait, où il y a un blanc, bien souvent, à se dire, bah, en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux, je ne sais pas ce que j'aime, j'ai jamais vraiment essayé d'explorer qu'est-ce qui me faisait vraiment plaisir ou qui me procurait de la joie, parce que justement, à vouloir trop penser pour les autres ou trop prendre soin des autres, elle se néglige complètement. Donc l'idée, ça va être de revenir à soi, de se dire, bah tiens, en fait, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui vient me nourrir? Donc c'est d'apprendre à mieux se connaître et se comprendre, c'est-à-dire euh, comment je me sens avec mes émotions, de quoi fondamentalement j'ai besoin, et puis d'aller oser justement exprimer ses besoins, exprimer ses envies, et puis bah, bien entendu aussi d'apprendre à demander, d'apprendre à dire non, parce que bien souvent, Cendrillon, à vouloir être trop gentille et trop serviable, elle n'ose pas dire non, donc elle ne se respecte pas non plus. Et le problème, c'est que quand elle ne se respecte pas, bien souvent, elle va le reprocher aux autres. Tu ne m'écoutes pas, tu ne me respectes pas. Donc c'est important aussi d'aller reprendre aussi sa part de responsabilité et de justement après retrouver un équilibre. Parce que bien souvent, quand la femme Cendrillon reprend son pouvoir et retrouve sa place et son alignement et retrouve cet épanouissement en tant que femme, bah bien souvent, elle va à nouveau rayonner, sourire, et du coup, ça va recréer de l'attraction dans le couple parce que le partenaire va commencer à la voir différemment. Il y a quelque chose qui a changé dans ton énergie, dans ta manière d'être. Bien souvent, s'il y a des enfants, bah, c'est aussi de se dire que, ah, eh bien, maman sourit à nouveau, maman se sent bien, et donc du coup, maman peut montrer aussi une autre vision de ce que c'est que l'amour, parce que bien souvent, les femmes que j'accompagne, elles me disent aussi, je le fais pour moi, je le fais pour mon couple, mais aussi je le fais pour mes enfants, parce que je n'ai pas envie de leur transmettre cette vision-là et qu'ils reproduisent ce schéma-là. Parce que c'est ça aussi la dépendance affective. Si on ne va pas la soigner, on la transmet. Et le problème, c'est que comme c'est quelque chose qui nous a déjà été transmis, eh bien, on arrive à des blessures qui se transmettent de génération en génération. Mais complètement, ouais. Et il faut pouvoir casser ça et couper ça pour arrêter ce cercle-là de transmission. Donc voilà pour moi principalement ce que j'avais à dire au niveau de Cendrillon. Et ce qui est intéressant aussi, ça va être du coup de basculer sur Lara Croft, qui c'est elle ce que j'allais aussi dire. est dans la dépendance affective, mais plus dans dans la contre-dépendance. Et bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas juste une Cendrillon ou juste une Lara Croft. Des fois, on peut basculer de l'une à l'autre en fonction des relations et en fonction de là où est-ce qu'on est en fait. Exactement. Et d'ailleurs, tu me fais une belle perche pour pouvoir justement, tu vois, parler de cette évolution-là.
c'est ce que je te disais hein, quand on préparait ce live-là, c'est que la Cendrillon, dans son histoire de vie, elle peut justement être pendant longtemps dépendante et tellement souffrir qu'à un moment donné, elle va se créer des croyances telles que de toute façon, l'amour n'existe pas, je ne suis pas faite pour l'amour, je ne peux pas accueillir l'amour dans ma vie, ça fait souffrir, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et avec ce genre de croyances qui lui permettent, selon ses ressources sur le moment, de se sentir mieux, parce qu'elle se dit, bon, bah, si l'amour n'existe pas, finalement, j'ai pas de malheur à avoir, il faut juste que j'apprenne à faire autrement sans. Et du coup, tu vois, le sans, on est déjà dans le cloisonnement de moi, ma vie, mes émotions vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tout ce qui peut être vulnérable et tout ce qui peut me surprendre, puisque ce qui m'a surpris dans le passé m'a aussi fait souffrir. Elle va devenir ce que nous, avec Aurélie, on a appelé une Lara Croft de l'amour, c'est-à-dire une femme qui est complètement alors moi, j'aime bien dire souvent dans sa tour d'ivoire. Pourquoi? Parce que bah, dans sa tour d'ivoire, elle est isolée. Souvent, elle se met... alors tout à l'heure, on avait une Cendrillon qui était dépendante des autres, qui se positionnait en dépendance par rapport à eux, en soumission par rapport à eux. Bah, souvent, la Lara Croft, elle se positionne dans ses relations et dans les hommes qu'elle fréquente bien au-dessus en se disant, avant, j'avais pas d'estime de moi, maintenant, je vais avoir une estime de moi disproportionnée. Donc moi qui pensais ne pas avoir de valeur, j'ai plus de valeur que tout le monde, je suis un diamant et du coup, tous les hommes que je rencontre, il faut absolument qu'ils aient tel comportement. Et là, on n'est plus du tout dans l'intelligence affective. Pourquoi? Non pas parce qu'on va essayer de faire plaisir à l'autre pour être aimé, mais parce qu'en fait, on va faire en sorte de, malgré soi, et vraiment là, c'est inconscient, manipuler les hommes que l'on rencontre, les utiliser en leur faisant comprendre que si tu m'apportes pas ça, si tu me dis pas ça, si tu n'as pas tel comportement, parce que c'est ça un homme, c'est le genre d'homme que je veux dans ma vie, si tu n'as pas ce profil-là, si tu n'as pas cette checklist-là que j'ai écrit dans mon agenda, et ben c'est mort, tu rentres pas dans ma vie. Et là, on est vraiment, je trouve que c'est des modes de relation qui sont assez à la mode, de se dire, j'ai une trop haute estime de moi et je préfère être seule que mal accompagnée. Mais du coup, on n'arrive pas à créer des relations avec les autres, et quand on en crée, c'est souvent des relations, tu sais, qui sont très peu authentiques parce que dire je t'aime, c'est déjà trop, dire ce qu'on ressent ou même communiquer sur des problèmes, c'est se rabaisser. Et il y a vraiment cette fierté qui vient entraver la relation et qui vient en fait complètement éloigner les partenaires. Et souvent, c'est des relations où chaque partenaire, mais surtout l'autre, qui subit ça, hein, qui est souvent d'ailleurs en dépendance, on parlait tout à l'heure de l'accordéon et des partenaires qui se complémentaient, marche un petit peu sur des coquilles d'œufs en se disant bah, si je dis ça, ça va l'énerver, du coup elle va me bloquer, elle va arrêter la relation. Et il n'y a plus du tout de communication puisque chaque problème signe déjà la fin d'une relation qui, pour la personne qui se positionne trop haut, ne mérite même pas en fait d'être vue, ne mérite même pas d'être remise en question. Et finalement, il n'y a vraiment aucune relation dans le sens de je vais me remettre en question, on va se rapprocher, on va discuter, se rebaser sur nos valeurs communes, notre engagement, notre amour. Il n'y a plus du tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que je rencontre aussi en accompagnement, bah, des femmes qui sont célibataires tout le temps parce qu'à chaque fois qu'elles rencontrent des hommes, elles auto-sabotent les relations pour en fait se prouver leur croyance initiale de l'amour n'existe pas, je ne suis pas faite pour l'amour. En fait, les sentiments, ça sert à rien, ça fait souffrir. Donc, mieux vaut être indépendante et être heureuse comme ça. Mais au fond, elles ne sont pas heureuses. Oui, du coup, et papillonne en fait. Ça, c'est des relations souvent brèves qui sont courtes. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est de rappeler que derrière tout ça, c'est juste une protection. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, mais c'est en tout cas une protection. Et c'est de se dire, j'ai tellement peur à nouveau de retomber dans mon schéma de dépendance et de souffrir et de encore m'oublier que je préfère cloisonner, fermer les portes et éventuellement donner mes par petites miettes et donc, du coup, ça va me permettre de ne pas souffrir à nouveau. Et, euh, et bien souvent, comme tu le disais, quand on est passé par ce cap de Cendrillon et qu'on a souffert pendant des années, et encore une fois, je vais parler de mon cas, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est que même pour moi personnellement, j'ai tellement souffert de ça qu'à un moment donné, il y a eu une injonction où je me suis dit, plus jamais. Plus jamais je dépendrai d'un homme affectivement. Plus jamais je dépendrai d'un homme d'un point de vue matériel ou financier, parce que souvent la dépendance affective, on parle de l'affection, mais bien souvent,
ça crée aussi un environnement, une situation où elles dépendent aussi de leur partenaire au niveau financier parce qu'elles ont un petit job et du coup, elles considèrent que même au niveau de la relation, même si elles voudraient mettre fin, elles ont peur parce qu'elles se disent je ne pourrais pas m'en sortir financièrement. Il y a aussi cette prison-là. Donc, on peut tomber aussi dans l'autre excès à un moment donné quand on prend conscience de ça, c'est je ne veux plus jamais. Et il y a une injonction intérieure qui fait que il y a aussi une intransigeance qui se met en place et c'est aussi cette capacité à dire non. À un moment donné, on n'arrivait pas à dire non. Et puis, à un moment donné, on bascule dans le fait de dire non systématiquement, comme si on devait se prouver et s'affirmer là-dedans. Et bien souvent aussi, euh, ça vient cacher quand même encore dans le fond du fond une insécurité. Et donc dans cette insécurité, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, que tout soit parfait. Et donc la clé là-dedans, ça va être de retrouver l'équilibre, de se dire comment je peux gagner en souplesse aussi pour laisser de l'espace à l'autre, pour le laisser venir à moi en fait. Je dirais quand même, vraiment, ça me paraît important, tu vois, de donner ce point-là avant même de penser à la souplesse qui est la solution de la personne qui est fermée. On est complètement d'accord là-dessus. Penser à bien guérir, tu vois, la racine infectée de base qui est en fait la dépendance affective et la peur de souffrir et de retomber dans ça. Parce que le danger, et ça arrive beaucoup, c'est de se fermer pendant des années et de retomber, tiens, sur un pervers narcissique qui va nous manipuler, nous faire croire qu'en fait, on peut faire confiance, sauf que nous, comme on n'a pas apaisé en fait ces blessures de base qui nous ont conduit jusque-là, de j'arrive pas à poser mes limites et en fait quand je suis dans une relation je donne tout et en fait ça peut être dangereux, je sais pas qui je suis, je sais pas quels sont mes besoins, quels sont mes non négociables, on retombe dans une cendrillon qui souffre d'autant plus. Donc avant de penser à la souplesse, bien vérifier qu'à l'intérieur c'est solide. Et souvent c'est ça le problème, c'est que c'est pas du tout solide à l'intérieur. Et là, il faut retourner sur solidifier l'estime de soi, apaiser les blessures affectives. Beaucoup de travail aussi sur le récit de vie et sur l'assimilation des événements de vie qu'on a eus. Donc, tu as parlé tout à l'heure des histoires de famille, mais accepter que oui, dans notre histoire de famille, notre mère a été dépendante affective, mais ce n'est pas pour autant qu'on va reproduire le même schéma. Beaucoup de travail aussi sur l'enfant intérieur. Mais en fait, tout ce qui consiste à resolidifier la base de l'entonnoir affectif qui va être en fait qui doit être stable et qui doit en fait lui-même s'auto-nourrir. Je ne sais pas si vraiment c'est français, mais tu vois, être indépendant. Et après, on peut apprendre à être plus souple parce qu'on aura cette sécurité et la personne qui est fermée, elle a besoin de sécurité que, bah oui, c'est pas en m'autorisant à vivre une relation que je vais encore souffrir parce que cette fois-ci, même si ça ne marche pas, moi je sais que tout mon épanouissement, toute ma vie n'est pas basée sur mes relations et ma réussite sentimentale. De toute façon, c'est comme l'image de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en surface, d'un côté, on peut avoir Cendrillon et d'un côté, on peut avoir une Lara Croft, mais le fond du fond, le cœur, de toute façon, c'est la source est la même en fait. C'est le manque d'amour et le manque d'estime. C'est juste que ce qui se passe sous l'eau, on ne le voit pas, et en surface, ça prend juste deux formes différentes en fait. Et ce qui est rigolo aussi, si on peut parler de rigolo, mais c'est qu'en surface, bien sûr, il n'y a pas je suis une Cendrillon et je suis une Lara Croft. Non, c'est qu'on peut se dire bah tiens, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des trucs en effet de Cendrillon, je me retrouve dedans, et il y a aussi des trucs dans Lara. Moi, par exemple, chez certaines femmes que j'accompagne, elles vont avoir ce profil de je m'oublie au détriment de mon compagnon et de mes enfants, mais en même temps, sur certains aspects, je vais être hyper rigide, contrôlante, à vouloir maîtriser et à mettre la pression sur mon partenaire pour qu'il fasse les choses comme je l'ai décidé. Donc c'est intéressant de se dire, ok, il y a deux profils principaux, maintenant c'est d'aller voir qu'est-ce que j'ai à piocher là-dedans, sachant que de toute façon, peu importe ce qui se passe en surface, la source elle est la même et c'est en profondeur qu'il faut aller travailler et après le reste va pouvoir s'étioler en fait. Ouais, complètement. Je pense que c'est le moment de peut-être dire aux personnes, tu vois, vers quel lien se tourner, quoi faire avec toi, avec moi. Parce que justement, là, on a beaucoup parlé des blessures, mais on le répète encore une fois, vous n'êtes pas vos blessures.
Et vos blessures sont là pour vous montrer aussi le chemin à suivre pour évoluer et pour les traverser et pour créer le niveau de réussite que vous voulez avoir dans la vie. Et c'est important vraiment de le rappeler, vous n'êtes vraiment pas que votre blessure. Et encore une fois, au lieu de le voir comme quelque chose qui vous rabaisse, voyez-le comme quelque chose qui, si vous prenez la responsabilité de travailler dessus et d'être accompagné pour ça, va vous permettre en fait de réussir paradoxalement à mieux vivre vos relations. Oui, et Donc, d'ailleurs, comment on fait si on veut être accompagné par toi, Aurélie, par exemple? ouais. Bah, écoute, moi, ce que je vais mettre en lien dans les commentaires, c'est le lien vers ma conférence en ligne gratuite qui s'appelle Comment communiquer de cœur à cœur avec son partenaire, où justement, c'est d'aller voir comment je peux trouver les mots justes pour ouvrir le cœur de mon partenaire et qu'il puisse mieux m'écouter, mieux me comprendre, mieux me soutenir aussi dans le quotidien. Et puis d'aller découvrir aussi justement quels sont souvent les comportements, les activateurs de conflit. Il y en a 11 et j'en donne 3 dans la conférence. Quels sont les activateurs de conflit qui font aussi qu'au contraire, quand je dis quelque chose ou quand je fais quelque chose, je ne comprends pas, mais il y a mon partenaire qui se braque. Soit il m'attaque, soit il fuit, soit il se replie sur lui-même. Donc, c'est d'aller comprendre tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une relation de couple, eh bien, on s'éloigne l'un de l'autre jusqu'à arriver à la séparation ou le divorce. Et donc, justement, aller découvrir tout ça pour faire basculer la relation et retrouver en tout cas quelque chose de plus équilibré, de plus stable, et puis repartir sur de bonnes bases. Donc ça, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ok, je le mettrai aussi en description. En tout cas, moi, les filles, je vous encourage vraiment à aller voir ce que propose Aurélie. J'ai adoré travailler avec toi. C'est vraiment du contenu de valeur que tu nous apportes. Et je pense vraiment que ta conférence, moi, je ne l'ai pas vue, mais tu vois, la notion de cœur à cœur, d'approche vraiment intelligente, effectivement, avec l'autre, ça me parle beaucoup. Et j'encourage toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller voir ta conférence. En ce qui me concerne, pour les femmes qui souhaitent être accompagnées mais qui hésitent encore parce qu'elles ne savent pas vraiment si c'est le bon moment pour elles, la bonne situation, si vraiment vous pensez que c'est le bon moment pour vous, ce que je vous propose, c'est de réserver 30 minutes de bilan sentimental. Donc, c'est un appel avec moi qui dure 30 minutes dans lequel, en fait, je vous fais passer ce qu'on appelle en coaching un RPBD. Donc, en fait, le bilan de votre situation actuelle, situation idéale, de quoi vous avez besoin, de ce que moi, je vais vous apporter et donc, en fait, de toute la stratégie d'accompagnement, un petit peu qu'on vient d'expliquer de manière très théorique avec Aurélie. Et dans cet appel, que je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez justement réserver ça de manière totalement offerte. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, et vraiment là, c'est un cri du cœur que je vous lance. En fait, j'ai recréé mon compte Instagram ce matin parce qu'il a été piraté et j'avais beaucoup de contenu dessus pour celles qui me suivaient sur Instagram. Du coup, là, je recrée une communauté plus engagée avec tous les apprentissages que j'en ai fait de cette expérience-là. Donc, je vous mettrai le lien du nouveau compte Instagram, pareil, dans ma description. Et vous pourrez le visiter et vous abonner et le partager aussi à votre tour. En tout cas, merci Aurélie d'avoir participé à ce live avec moi. C'était un vrai plaisir de travailler avec toi. C'était un réel plaisir aussi. Je te dis à bientôt. À très bientôt.